L'EPS en école primaire, l'évaluation en EPS, un levier pour apprendre. Pour commencer, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'évaluer? Est-ce qu'on peut prendre par exemple du plaisir en étant évalué, en étant jugé? D'accord? Il y a un peu cette valeur-là derrière, du moins dans la tête des élèves. Cela va poser la question de savoir comment on va évaluer nos élèves. Est-ce qu'on va les évaluer finalement à la fin de la séance? Est-ce qu'on va les évaluer qu'à la fin d'une séquence? Qui va les évaluer? Est-ce que c'est forcément l'enseignant? Quel est le but de cette évaluation? Est-ce que ça va être quelque chose de défini à un instant T qu'on va cadrer? Est-ce que ça va être quelque chose de plus léger où en fait il va valider des étapes de progression? Bref, il y a tout un tas de choix à faire pour arriver à mettre en place une évaluation qui réponde aux attentes du système scolaire. Donc pour commencer, on va se demander qu'est-ce que l'évaluation? Donc pour ça, on va se baser sur une définition qui est issue de l'ouvrage L'évaluation dans le dictionnaire des concepts fondamentaux de la didactique en 2013. L'évaluation en éducation peut être définie comme la prise d'information qu'effectue un acteur quelconque d'une situation de travail, enseignant, élève, sur des performances identifiables ou les comportements mis en œuvre par les personnes qui relèvent de cette situation en les rapportant à des normes ou à des objectifs. Alors, au premier abord, cette définition est très complète, voire très complexe. Donc, on va essayer de la décortiquer. Donc, pour commencer, elle peut être définie comme la prise d'information, c'est-à-dire le résultat. Et donc, les erreurs potentielles sont une source d'information. Et quand on entend résultat, ce n'est pas forcément le résultat final. Ça peut être des résultats qui vont être intermédiaires. Ensuite, un acteur quelconque. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que l'enseignant qui va évaluer. On peut évaluer, faire évaluer par des camarades, par d'autres classes. Et il y a donc différentes formes d'évaluation qui vont se mettre en place. Donc, la prise d'information qu'effectue un acteur quelconque d'une situation de travail. Donc, cela peut se dérouler à tout moment de la séquence. On n'est pas, c'est ce que je vous disais au début, obligé d'évaluer à la fin. On peut évaluer en cours de formation. Et enfin, sur les performances identifiables ou les comportements mis en œuvre. Donc là, on évalue le résultat. Et ce que je vous disais, aussi les moyens d'y parvenir. Ce qui va compter, c'est le voyage que va faire l'élève, le chemin qu'il va faire pour arriver à atteindre la compétence. Et cette compétence, vous verrez qu'elle ne sera pas que performative. Pour finir, performance identifiable ou les comportements mis en œuvre par les personnes qui relèvent de cette situation, en les rapportant à des normes ou à des objectifs. Donc il faut répondre à des attentes précises. Et ces attentes précises, elles vont être définies à la fois par la logique de l'activité, des activités physiques et sportives, mais elles vont être aussi définies par les programmes qui vont nous demander d'atteindre certaines choses. Donc le but, ça va être d'arriver à concilier ces deux choses-là, tout en tenant compte des envies de nos élèves, de leur motivation. À ce stade, il nous semble important d'aborder les différentes formes d'évaluation. Donc là, on est dans un petit rappel de choses que vous connaissez déjà un petit peu. Donc la première, c'est l'évaluation diagnostique. On va faire un point sur le niveau des élèves en début de séquence. Attention, faire un point, ce n'est pas uniquement un aspect moteur ou performatif. Ce n'est pas qu'une prise de performance, par exemple, en athlétisme. Ça peut être aussi, est-ce qu'ils sont capables d'être juges? Est-ce qu'ils sont capables d'être coach? Alors ça, c'est toujours un petit peu difficile. Est-ce qu'ils sont capables de donner un départ en athlétisme, par exemple, ou de juger une arrivée? Ensuite, il y a l'évaluation formatrice. Elle va permettre aux élèves de faire un point sur leur progrès. Donc là, le but, c'est de renseigner l'élève sur, finalement, son évolution. Et il y a une évaluation formative. Là, ça permet à l'enseignant de faire un point sur les progrès des élèves. Naturellement, l'évaluation formatrice et formative peuvent être couplées. Et il peut y en avoir plusieurs dans la séquence d'enseignement. Il n'y en aura pas forcément qu'une, il peut y en avoir beaucoup, et il peut même y en avoir dans chaque situation d'apprentissage, si vous le désirez. Et enfin, il y a l'évaluation sommative, certificative. Donc là, certificative, c'est quand il y a un diplôme, pour le coup, donc on est très peu concerné à l'école primaire. C'est pour attester de l'atteinte des compétences. Il est important de préciser qu'il existe aussi différentes modalités d'évaluation. Par exemple, qui va évaluer? Est-ce qu'on est en auto-évaluation, en co-évaluation, je me fais évaluer par quelqu'un, une évaluation par l'enseignant ou par ses pairs? Et là, par exemple, la charge émotionnelle qu'il y a derrière n'est pas forcément la même. Ensuite, les outils. Comment est-ce qu'on va évaluer? C'est-à-dire, est-ce que c'est une évaluation critériée? On va donner des critères quand l'élève va faire quelque chose. Il faut dire s'il valide ou non ces critères. Est-ce qu'on va évaluer simplement une prestation, c'est-à-dire un produit fini? Est-ce qu'on va donner des notes? Est-ce qu'on va évaluer par couleur, par badge? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Ensuite, il y a l'aspect, je dirais, plus philosophique.
C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une évaluation qui va être normative, c'est-à-dire qu'il faut que l'élève atteigne une norme qui est précise, non négociable, ou est-ce qu'on va être sur une évaluation ipsative, c'est-à-dire on va plutôt tenir compte, enfin prendre en compte les progrès des élèves. On va inviter l'élève à mesurer, par exemple, ses performances par rapport à celles qu'il a fait avant. Et quand on va dire ses performances, là, il faut voir la notion au sens large. Hein. Ça peut être des choses qui sont relatives à la maîtrise de l'activité. Et enfin, comment? Est-ce que c'est une évaluation formelle, c'est-à-dire un temps qui va être balisé, les élèves savent qu'ils sont évalués à ce moment-là et que ça rapporte quelque chose, ou est-ce que ça va être plutôt informel au fil de l'eau? Maintenant, on va se demander qu'est-ce qui est évalué, mais en EPS. Et là, c'est bien spécifique. Parce que est-ce qu'on peut évaluer sans s'arrêter à l'accomplissement d'une simple performance? Est-ce que c'est réellement possible? Parce que la performance, finalement, dans certaines activités où en plus on va avoir recours à un chrono, à un score, c'est ce qu'il y a de plus facile à observer. Mais finalement, est-ce que c'est le but de l'EPS à l'école? Sachant qu'on est sur la formation du citoyen et qu'on va au-delà simplement de l'accomplissement d'une performance à un instant T, est-ce que vraiment on peut se centrer uniquement sur cet indicateur-là? L'autre question qu'on va se poser aussi, c'est si on prend la performance, est-ce qu'on peut tolérer que cette performance soit imparfaite? Car finalement, on est sur une personne, un élève qui est en formation. Donc forcément, à la fin de la séquence, il ne va pas jouer comme un joueur professionnel. Donc où va-t-on mettre le curseur? Et enfin, si on n'évalue pas que la performance, qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on attend réellement de nos élèves dans cette discipline d'enseignement? La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est d'aller voir ce que nous disent les programmes. Donc ici, on est dans les programmes du cycle 3 qui disent que l'EPS répond aux enjeux de formation du socle commun, en permettant à tous les élèves, filles et garçons, ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire 5 compétences travaillées en continuité durant les différents cycles. Donc développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps, s'approprier par la pratique physique et sportive des méthodes et des outils, partager les règles, assumer des rôles et des responsabilités, apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière, s'approprier une culture physique, sportive et artistique. La première chose à regarder, c'est qu'on nous parle d'enjeux de formation du socle commun, ce qui sous-entend que les compétences travaillées dépassent le simple aspect moteur. On ne va pas être uniquement donc sur de la performance. Ensuite, on nous parle de filles et garçons. Donc la question va par exemple se poser dans le choix des activités physiques et sportives et aussi dans leur traitement. Parce que le choix, c'est quelque chose qui peut être à double tranchant, de dire voilà, on va faire de la danse pour les filles, on va faire du football pour les garçons. Ben, finalement, est-ce qu'on ne renforce pas les stéréotypes de genre? Les filles ont le droit de jouer au football, les garçons ont le droit d'aimer la danse, de la découvrir et de rentrer dans cet univers-là. Donc finalement, le traitement, la manière dont on va faire vivre l'activité, va aussi influer sur la perception que vont avoir les élèves de ces activités physiques, sportives et artistiques. Et justement, le but, ça va être peut-être de casser certains stéréotypes qui peuvent déjà être présents pour essayer de construire de nouvelles bases, de nouvelles références. Ensuite, on nous parle des plus éloignés de la pratique physique. Donc ces élèves qui finalement n'ont peut-être pas un bagage culturel, familial, qui les pousse vers les activités physiques et sportives. Il y en a qui ne vont jamais connaître finalement ce qu'est la pratique en club. Donc on va se demander si le but aussi de l'EPS, c'est pas d'aller à l'encontre des déterminismes sociaux et de leur faire découvrir de nouvelles choses, tout comme certains élèves ne vont jamais au musée. Et la piscine est souvent un très bon exemple, c'est-à-dire que de programmer la natation, certains élèves, on s'aperçoit, ne vont jamais à la piscine et pour certains n'ont même jamais vu la mer. Et enfin, on parle de travailler en continuité. Donc là, forcément, la continuité, ça va être entre la récurrence et la complémentarité. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre des activités qui vont se compléter les unes les autres, c'est-à-dire dans différents champs, ce qui va permettre de voir des activités artistiques, des activités d'opposition, des activités individuelles, collectives, ou est-ce qu'on va essayer de faire la même activité plusieurs fois pour faire en sorte que les élèves développent leurs compétences dedans? Pour finir, on va voir qu'on évalue le résultat, mais aussi les moyens d'y parvenir. C'est ce que vous avez sur les petits items qui sont juste en dessous. Développer la motricité, s'exprimer avec son corps. Donc là, on est sur quelque chose de très moteur. Hein. Apprendre par la pratique physique et sportive des méthodes et des outils. Donc en fait, ça va être comment s'organiser dans la pratique. Donc là, on commence à dépasser un petit peu le simple aspect moteur. Partager des règles, assumer des rôles, il faut que je sache arbitrer, il faut que je sache conseiller, il faut que je sois capable de donner un départ, de chronométrer, de faire tout un tas d'autres choses. Apprendre à entretenir sa santé. Et oui, parce que finalement, le fait d'aimer pratiquer, de prendre du plaisir dans la pratique sportive et de se dire qu'on va continuer lorsque l'EPS finalement ne sera plus une activité scolaire,
ou de se dire aussi que ce n'est pas forcément qu'une activité scolaire qu'on pratique quand on est avec le professeur ou la professeure des écoles, mais on peut aussi en faire en dehors avec ses parents, avec ses copains. C'est quelque chose finalement qu'on va essayer de rentrer dans les pratiques des élèves des tout jeunes. Et enfin, s'approprier une culture physique, sportive et artistique, oui, c'est important. De connaître aussi les cultures sportives et artistiques, c'est important parce que ça fait partie finalement de leur quotidien, ça va faire partie de la société dans laquelle ils vont évoluer. Et donc de connaître ces règles, de savoir comment ça se pratique, et finalement, c'est aussi un bagage culturel qu'on construit. Cela nous amène à dire que nous allons regarder certes la performance, mais aussi la maîtrise et l'attitude. Donc, comme le disent les programmes, chaque champ d'apprentissage permet aux élèves de construire des compétences intégrant différentes dimensions, motrices, méthodologiques, sociales, en s'appuyant sur des activités physiques, sportives et artistiques diversifiées. Donc, la première chose, c'est réaliser une performance ou une prestation. Le but attendu est avant tout une modification du comportement moteur des élèves, c'est-à-dire il faut vraiment qu'entre le moment où ils ont commencé la séquence et le moment où ils finissent la séquence, on puisse voir des progrès, qu'ils soient capables de faire plus de choses, qu'ils aient ce qu'on appelle augmenter leur pouvoir moteur. Ensuite, il faut qu'il y ait la maîtrise de l'activité. Donc la maîtrise de l'activité, c'est connaître les facteurs d'efficacité pour modifier ou entretenir sa pratique. Ça peut être un exemple tout simple, par exemple, quand vous allez faire une course de durée à vos élèves, ils vont courir longtemps, leur faire comprendre que de courir avec régularité est bien moins fatigant que de accélérer, ralentir. Ça peut être en course d'orientation, de leur dire qu'il faut d'abord regarder sa carte et chercher des éléments identifiables sur lesquels on va savoir à quel moment tourner, à quel moment il faut changer de sentier pour aller chercher une balise avant de commencer à courir. Donc ça va être des petites choses comme ça qui vont montrer qu'ils connaissent l'activité et qu'ils adaptent donc leur comportement. Et enfin, il va falloir qu'ils soient capables d'occuper différents rôles. Donc être capable de se mettre au service des autres. Et ça, je vous ai déjà donné des exemples. Donc coacher, arbitrer, évaluer, donc toutes ces petites tâches annexes, mais qui ont un réel but. Le but, ça va être aussi que le cours puisse se dérouler correctement, qu'il puisse être confronté à différents savoirs et puis à différents savoir-faire aussi, parce que quand on s'adresse à ses camarades pour lui donner un conseil, il y a une manière de faire, il faut être compréhensible, il faut le dire rapidement, il faut être précis. Donc on va travailler aussi, là, vous voyez, des compétences qu'on peut retrouver dans d'autres matières. Le plaisir de pratiquer en EPS. Et si finalement le débat n'était pas là aussi, c'est-à-dire arriver à faire vivre des choses significatives et signifiantes aux élèves de manière à ce qu'ils aient envie de les revivre, qu'ils y aient éprouvé un moment de plaisir et d'accomplissement personnel. Et le fait d'ancrer ça très tôt, finalement dans la pratique des élèves, dans leur vécu et je dirais presque dans leur quotidien. Je vous rappelle qu'à certains niveaux de classe, on va faire de la motricité, par exemple, tous les jours. Le fait d'ancrer ça très rapidement dans la tête des élèves, parce que finalement, c'est pas ça, construire leur vie physique après l'école ou en dehors de l'école. Oui, ça va reposer un petit peu là-dessus et puis finalement aussi leur faire comprendre que si on veut entretenir la pratique des activités physiques et sportives, artistiques plus tard chez nos élèves, leur faire comprendre que le but c'est pas tout le temps de gagner, de réaliser la plus haute performance, mais que c'est peut-être aussi s'accomplir tout simplement. C'est pour ça, c'est les items que vous voyez là. Donc proposer des activités favorisant l'épanouissement de tous et pas centrer seulement sur une réponse à certains élèves. Favoriser les interactions positives entre enseignants et élèves et aussi entre élèves. On va s'encourager, on va essayer, vous savez, un peu quand vous avez fait des crosses par exemple, l'arrivée est un moment fort pour les élèves. C'est-à-dire ce moment où tout le monde vous applaudit, le moment où tout le monde vous regarde, vous êtes fier de ce que vous êtes en train de faire. Mais après, c'est la fierté, c'est pas forcément d'être premier, des fois c'est d'être arrivé à la fin du parcours déjà. Mais pour eux, ça leur fait un véritable souvenir. C'est un moment marquant. Être acteur pour, et j'ai mis se prouver et éprouver avant, pendant et après l'action. Donc il faut qu'il y ait un engagement, qu'ils vivent quelque chose et qu'ils ressentent des choses. Faire vivre des tranches de vie signifiantes et marquantes, le cross en est le parfait exemple, d'accord? C'est quelque chose qui va les marquer, ils vont s'en souvenir. C'est un peu les souvenirs que vous pouvez avoir de certaines pratiques qui vous ont marqué positivement en vous rappelant ce que vous avez éprouvé à ce moment-là. Et pratiquer dans de bonnes conditions, effectivement. Ça, c'est quelque chose des fois qu'on ne maîtrise pas, les contraintes matérielles, l'état dans lequel vont être les structures sportives ou la cour de récréation, mais c'est aussi important pour une bonne pratique. Et vous allez voir que cette notion de plaisir de pratiquer en EPS, finalement, elle n'est pas si loin de ce que nous demandent les programmes. D'accord? Dans l'EPS à l'école, finalement, on va nous demander de progresser au niveau moteur. On va leur demander aussi de mieux se connaître et de mieux connaître les activités physiques, sportives et artistiques. Et tout ça, s'ils le font, donc là on est sur des items qui sont reliés au programme, finalement,
effectivement, ça va nous amener à avoir une bonne estime de soi. Si je progresse au niveau moteur et que je sais ce qu'il faut faire, effectivement, je me sens compétent dans l'activité. Faire le bon choix au bon moment. Donc là, effectivement, encore une fois, on va jouer encore un peu sur l'estime de soi, c'est-à-dire que dans l'activité, je suis capable de choisir la bonne solution. Après, est-ce que j'arriverai à la mettre en place? C'est une autre condition. Donc là, on va être au niveau moteur. Mais déjà, arriver à faire le bon choix au bon moment, pour l'élève, ça va le mettre en confiance et éprouver des émotions. Associer finalement tout ce qu'on va faire, hein, c'est-à-dire le fait d'arriver à faire des choses en plus en gymnastique, le fait de mieux se connaître, d'être capable de se dire ça, je suis capable de le faire, et de mieux connaître l'activité, c'est-à-dire entrer en confiance et savoir ce qui va se passer, bah, finalement on va éprouver des émotions qui risquent d'être positives. Si nous voulons que l'évaluation et le plaisir puissent cohabiter en EPS, nous vous proposons 3 axes de réflexion. Le premier, c'est de refléter les progrès et les apprentissages des élèves. Donc fixer des objectifs qui sont accessibles, des choses que les élèves peuvent atteindre. Effectivement, on ne peut pas se baser sur la pratique de haut niveau ou sur des performances extraordinaires pour des élèves qui seraient par exemple en CP. Et être capable aussi de mesurer ces progrès. Donc l'élève et le professeur vont mesurer les progrès que va réaliser la personne. Donc encore une fois, c'est finalement le chemin, c'est le parcours que va faire l'élève qui va compter presque plus que là où il arrive. Guider les élèves et non les sanctionner. L'évaluation, elle doit être explicite sur ce qui est attendu. L'élève doit pouvoir se servir de l'évaluation comme un guide. Guider les élèves sur les étapes à franchir nous paraît donc indispensable. L'évaluation peut donner des points d'étape. Et là, on va retomber sur cette logique d'évaluation formative et formatrice qui va permettre à l'élève et à l'enseignant de savoir où ils en sont dans leur progression. Et enfin, être positive. Valoriser ce qui est appris. Ne pas partir d'une évaluation finalement qui ne donne pas des points quand on n'est pas arrivé à un certain point qu'on aura déterminé. Et ça va aussi passer après par donner l'envie d'aller plus loin. C'est-à-dire ne pas simplement dire à l'élève, voilà ce que tu as appris et c'est bien et je vais te donner des points, mais lui dire, voilà, tu as appris ça, c'est bien, mais derrière, tu as encore ce chemin-là à parcourir et on va le faire ensemble. Ici, nous allons vous proposer différentes modalités pour évaluer. Donc, pourquoi évaluer et surtout comment évaluer. Donc, on va essayer d'aller sur des exemples concrets dans différentes activités afin que vous puissiez vous projeter sur ce qu'il est possible de mettre en place. La première question, c'est mais pourquoi évaluer? On en a déjà un petit peu parlé. C'est avant tout une attente institutionnelle. Les textes nous le demandent, donc il faut le faire. Il faut qu'on soit capable de mesurer la progression des élèves dans cette discipline-là. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que sinon, on va être que sur de la motivation extrinsèque chez les élèves. C'est ce qui fait qu'en fait, ils vont répondre à une commande, mais pas éprouver de plaisir dans l'activité. Or, ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Aussi, on va axer notre enseignement sur le fait de leur apprendre à mieux se connaître, pour avoir confiance et se fixer des objectifs qu'ils seront capables d'atteindre. Et ça va les amener vers l'accomplissement de soi. On va aussi leur apprendre à agir en sécurité pour soi et pour les autres. Donc savoir s'engager dans une activité et savoir s'il y a un risque qui est réel ou si c'est simplement un risque perçu, par exemple, mais aussi renoncer, se dire non, là c'est trop dur. Et c'est objectivement trop dur et je peux me mettre en danger ou mettre mes camarades en danger, donc je ne le fais pas. Et enfin, éprouver des choses. Sublimer ses victoires et transformer les obstacles en défis. Donc ça va être dans la manière d'aborder finalement l'activité avec les élèves et sur la manière dont on va leur faire vivre les situations d'enseignement, voire les différencier. Cela nous amène tout naturellement à comment peut-on évaluer. Première question, qui évalue? Ça, c'est une question très importante parce qu'il y a une charge émotionnelle forte derrière. Est-ce que c'est l'enseignant qui va évaluer? Est-ce que je suis évalué par tous mes camarades? Et donc je passe devant toute la classe et des fois la charge émotionnelle de passer devant toute la classe est supérieure à celle de passer seulement devant l'enseignant à l'écart. Est-ce que c'est de la coévaluation? Donc est-ce que je me fais évaluer juste par une personne? Par exemple, si vous groupez vos élèves par deux, il y en aura toujours un qui peut passer, l'autre qui peut évaluer. Là, la charge émotionnelle est moindre et d'autant plus si vous les laissez choisir leur partenaire. Donc ça va être un copain, donc le regard va être plutôt bienveillant que si vous mettez avec quelqu'un qui ne m'apprécie pas, là forcément le regard risque d'être différent. Et enfin, est-ce que c'est de l'auto-évaluation? Aujourd'hui, l'auto-évaluation est tout à fait possible avec le numérique, de filmer une prestation par exemple et de la revoir a posteriori et d'avoir une fiche de critères pour dire bah, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai pas bien fait. Est-ce que finalement on est obligé aussi de choisir entre ces évaluations? Est-ce qu'elles ne peuvent pas se cumuler ou prendre leur place à différents moments de la séance ou de la séquence? Est-ce qu'elles ne peuvent pas non plus être complémentaires? Bref, le fait d'arriver à articuler tout ça, ça va permettre à l'élève de construire une estime de soi. Et l'impact social va être plus ou moins fort, mais finalement, il ne faut pas non plus se dire que je ne vais jamais faire passer mes élèves devant la classe parce que c'est trop fort émotionnellement, ils n'arriveront pas à le supporter. Le but, la question qu'on va se poser, c'est comment je vais leur donner assez confiance en eux
donc par la maîtrise, la connaissance de soi, de l'activité, comment je vais leur donner assez confiance pour passer devant toute la classe. Et aussi, comment je vais enseigner à la classe le fait de regarder une prestation, sachant que cette prestation n'est pas parfaite. On n'est pas devant une représentation de professionnel ou une performance, enfin plutôt une production de professionnel. Donc à partir de là, il va falloir jouer finalement sur ces deux axes-là. Nous allons voir un exemple d'évaluation en CA1. Nous allons donc proposer un exemple pour les activités athlétiques, à savoir qu'elles doivent être combinées sur ces niveaux de formation. Donc on va être sur courir longtemps et lancer loin. On va être en classe de CM1 et ça va être leur première séquence avec des épreuves combinées. La compétence visée en fin de séquence, c'est être capable de combiner une course longue et des lancers longs. Et ensuite, la deuxième compétence qu'on va viser, c'est organiser le parcours en prenant en charge des tâches de chronométreur et de juge. Donc vous voyez, on n'est pas simplement sur l'aspect moteur. Voici l'organisation que nous vous proposons. On appelle ça aussi une situation de référence, c'est-à-dire une situation que les élèves vont vivre plusieurs fois et tous les exercices, toutes les tâches d'apprentissage qu'on va mettre en place finalement conduisent à s'améliorer dans cette situation de référence. Donc là, la situation de référence sera que les élèves doivent courir au total 4 tours d'un terrain qui fait 200 mètres. Chaque tour fait 200 mètres. À chaque tour, ils doivent faire une épreuve de lancer. Donc ils courent, ils font leurs 200 mètres et après ils vont sur l'atelier qui est juste à côté de lancer. Et à cette activité de lancer, en fait, ils vont devoir faire 3 lancers pour essayer de marquer jusqu'à 6 points. Donc, par point manquant, ils vont devoir réaliser à chaque fois un tour de pénalité. Donc, ce qui va les ralentir. Donc, s'ils arrivent par exemple à faire 5 points, ils savent qu'il faut qu'ils rajoutent un tour de 200 mètres à leur parcours. Comme vous le voyez, cette organisation est plutôt simple. Les élèves peuvent la comprendre très facilement. Par contre, il va nous falloir des personnes qui vont être autour pour pouvoir voir si tout se déroule correctement. Donc, les élèves, au-delà de faire la situation, ils ne pourront pas tous la faire en même temps. Vos conditions matérielles ne vous le permettront pas. Imaginez 25 élèves sur un anneau de 200 mètres, ça fait beaucoup de monde. Et surtout, s'il faut lancer, ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'on va mettre des juges. Il va y avoir un juge ou plusieurs juges autour du terrain pour regarder si les élèves font le bon nombre de tours et appliquent bien donc les pénalités qu'ils ont. Il va falloir une table de score qui va noter le nombre de tours et le score au lancer, et enfin un juge ou des juges sur les lancers, donc sachant qu'on pourra faire plusieurs aires de lancer pour forcément, il y a quand même des conditions de sécurité à respecter, donc plusieurs juges qui vont voir et qui vont compter le nombre de points et l'indiquer au coureur et le donner à la table de score qui pourra le donner au juge qui lui surveille le nombre de tours que font les élèves. Donc il y a toute une organisation autour et cette organisation, c'est pas forcément à l'enseignant de la gérer. On peut donner des tâches aux élèves, les grouper par 2, par 3, pour qu'ils puissent justement s'investir dedans, s'investir dans les activités physiques, sportives, artistiques, mais en occupant un autre rôle que celui du pratiquant. Le but, c'est qu'ils arrivent à voir l'ensemble des rôles. Et donc, ce que nous voulons proposer ici comme évaluation, ce sera une évaluation par capitalisation. Donc, en fait, on va capitaliser des choses. Et pour que ça parle aux élèves, on a repris le système des médailles. L'élève peut gagner une médaille de bronze et après gagner une médaille d'argent et une médaille d'or. Les médailles sont cumulatives, en fait. Mais vous allez voir, l'une remplace l'autre dans les faits. Et puis, on va évaluer 3 choses. On va évaluer la course, le lancer et enfin, tout ce qui est rôle de juge. Donc, par exemple, pour la course, la médaille de bronze reviendrait à dire qu'il faut qu'il soit capable de réaliser l'ensemble de la course en s'arrêtant une fois maximum. Donc, ne jamais finalement trop s'arrêter. La médaille d'argent, à l'étape juste au-dessus, sera réaliser l'ensemble de la course en faisant le même temps à chaque tour. Donc là, on va noter la régularité. Et là, les juges vont devenir aussi très importants. Et enfin, la médaille d'or, c'est réaliser l'ensemble de la course en faisant entre 1 et 2 minutes au tour maximum. Donc là, l'élève doit être dans une fourchette d'allure. Donc là, on va un peu plus dans la performance. Ensuite, pour le lancer, on va avoir au moins un lancer à plus de 1 point pour avoir la médaille de bronze. Pour avoir la médaille d'argent, marquer 6 points à chaque passage sur l'atelier. Et enfin, la médaille d'or, c'est marquer les 6 points nécessaires avec 2 lancers maximum, ce qui signifie qu'ils vont gagner du temps. Ils n'auront pas à faire un 3e lancer, donc ils pourront tout de suite repartir sur la course. Et pour le rôle de juge, nous allons leur proposer pour avoir la médaille de bronze d'être capable de communiquer les résultats avec la table de marque. Pour la médaille d'argent, être capable d'être juge sur au moins 2 ateliers. Et enfin, pour la médaille d'or, être capable d'observer un coureur sur 2 défis différents. Nous allons maintenant voir un exemple d'évaluation en sport de raquette. Nous allons nous projeter en badminton avec une classe de CM2, sachant que ce sera leur 2e séquence dans l'activité.
Les compétences visées en fin de séquence seront les suivantes. Être capable d'assurer la continuité de l'échange et de saisir une opportunité de marquer un point sur un volant favorable. C'est-à-dire qu'on va être capable de maintenir le volant en l'air, donc d'arriver à renvoyer le volant chez mon adversaire. Et s'il y a un volant où je me rends compte que je peux conclure l'échange, je dois être capable de l'identifier et de l'utiliser. Et enfin, être capable de gérer un tournoi à l'aide d'un outil numérique et être capable de tenir une fiche d'observation. Pour l'organisation, les élèves vont organiser un tournoi dans l'activité badminton. Les matchs se dérouleront en 11 points sur un terrain aux dimensions réduites. En gros, on va les faire jouer sur un demi-terrain. Et ce demi-terrain-là, il sera plus profond qu'il ne sera large. Ensuite, le classement et les fiches d'observation pourront être gérées par les élèves grâce à des outils numériques. Et vous verrez par la suite des petites capsules qui vont vous montrer des applications qui peuvent être utilisées pour réaliser cela. Si nous résumons, l'objectif c'est d'avoir un observateur par joueur sur chaque terrain, un arbitre et enfin une personne à la table de score, sachant qu'au fur et à mesure de la séquence, quand les élèves auront plus l'habitude de se servir des outils numériques, en fait quand ils réaliseront le match, ils pourront aller valider tout seuls les résultats sur la tablette. Par rapport à cet exemple, nous allons vous proposer un exemple d'évaluation par badge. Donc l'objectif, ce sera de capitaliser le plus de badges possible. Les badges ne se remplacent pas les uns les autres, les badges sont pour le coup cumulatifs. Donc on va avoir 3 items, défi match, avec la manière et organisé. Le premier, ça va être défi match. Et là, effectivement, on risque d'être un peu plus sur l'aspect performatif. Mais quelque part, dans une activité d'opposition duel, effectivement, le performatif a sa place. Il ne faut pas non plus se dire qu'on ne va pas du tout regarder la performance. Là, on va proposer 3 badges et vous allez voir que ça s'adresse finalement à des élèves un petit peu différents. Le premier badge, c'est arriver dans les 5 premiers. Alors, effectivement, il faut aussi valoriser les élèves qui arrivent bien, qui sont performatifs et qui éprouvent du plaisir dans cette performance. Donc, il faut aussi ne pas les oublier et donc les valoriser. Par contre, vous vous rendez aussi bien compte que les 5 premiers, ça va concerner que 5 élèves. C'est-à-dire que si on a une classe de 25, on en a 20, celui-là, ils ne pourront pas l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les 2 badges suivants. Le second, c'est avoir au moins 7 victoires sur l'ensemble de la séquence. Pourquoi est-ce que ce badge existe? Parce que quand vous allez avoir des élèves en difficulté, en fait, souvent, ils se cachent, ils refusent de jouer. Parce que si je ne joue pas, je ne perds pas. Et donc, ils sont un peu dans cette logique. Or, plus ils vont jouer, après les situations d'apprentissage, bien sûr, mais plus ils vont jouer, plus ils vont s'améliorer et capitaliser de l'expérience. Donc, le but, au contraire, c'est qu'ils jouent beaucoup. Donc, ce qu'on va leur dire, c'est peu importe le nombre de défaites que vous avez, ce qui compte, c'est au moins d'avoir 7 victoires dans la séquence. Et donc là, les élèves, pour le coup, vont comprendre qu'ils auront plus de chances de gagner ce badge s'ils ont un grand nombre de matchs joués. Et enfin, le troisième, qui est finalement très complémentaire de celui d'avant, c'est avoir 3 victoires de suite, contre de préférence des adversaires différents. Donc là, le but, c'est d'arriver à enchaîner 3 victoires, et nous, on va les amener à comprendre pourquoi maintenant ils arrivent à enchaîner leurs victoires. Et donc là, les élèves vont comprendre, pareil, que pour gagner ce badge, il faut beaucoup jouer pour avoir une chance de pouvoir le remporter. Les badges suivants, ça sera avec la manière. Et donc là, on va s'intéresser à la manière dont il joue. Peu importe le résultat, mais c'est la manière qui va compter. Donc le premier va être pour le joueur patient. Il va marquer au moins 6 points dans son match après au moins 3 échanges. Donc lui, sa stratégie, c'est de faire durer l'échange pour que l'adversaire commette la faute avant lui. Donc il va être encore sur une logique de continuité de l'échange et de renvoi, mais toujours quand même avec cette idée que si je renvoie le volant plus longtemps que mon adversaire, il y a des chances que je gagne le point. Ensuite, le deuxième badge, c'est le frappeur. C'est celui qui, au cours de son match, il va marquer au moins 4 points avec une trajectoire descendante. Donc là, c'est l'élève qui, finalement, va commencer à comprendre que si je veux marquer des points, il faut que je prenne l'adversaire de vitesse. Et pour le prendre de vitesse, si je frappe le volant vers le bas, c'est-à-dire si je fais un smash et donc la trajectoire est plus courte, pour le coup, j'ai des chances de devancer mon adversaire. En plus, comme le volant va vite, généralement sur une trajectoire descendante, mon adversaire a moins le temps de s'organiser au niveau moteur. Et enfin, le scoreur. C'est celui qui va marquer au moins 3 points sans que l'adversaire ne touche le volant. Et là, on va être sur un élève encore d'un autre niveau qui a compris qu'en fait, en plus de jouer sur le fait d'avoir une trajectoire ascendante ou descendante, si je fais bouger mon adversaire et que je joue où il n'est pas, j'ai plus de chances de marquer des points. Les derniers items, c'est organiser, parce que les élèves n'auront pas été évalués, et on en a déjà parlé avant, que sur la pratique. Organiser, ça va être comment ils vont gérer le tournoi. C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque match, ils sont capables de mettre en place les observateurs, de remplir les fiches d'observation? Est-ce qu'ils vont être capables de mettre l'arbitrage en place? C'est un deuxième badge, vous voyez, qu'ils peuvent gagner. Donc, est-ce que je sais arbitrer? Je connais les règles, je suis capable de les faire appliquer. Est-ce que je connais la gestuelle, si vous voulez aller jusque-là? Donc, il y a pas mal de choses à rentrer derrière ce badge-là. Et enfin, le matériel. Il est important d'apprendre aux élèves
à prendre soin du matériel, mais ça je dirais que c'est presque la chose qui n'est pas négociable, mais à installer le matériel, à le ranger, à plier les filets comme il faut, mettre les raquettes où il faut. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on peut valoriser parce que ça fait partie de la pratique et c'est quelque chose qui, par exemple, s'ils décident de poursuivre dans le monde fédéral, c'est quelque chose qu'ils auront également à appliquer. Nous allons faire ici un petit point d'arrêt sur les ressources numériques qui vont être utilisables dans le cadre de ce scénario. Une des ressources qu'il est possible d'utiliser est EPS-ATP qui est disponible sur iPad. Donc cette application est une application de gestion de tournoi avec des informations qui vont nous être données par joueur. Ces informations vont être intéressantes puisqu'il va y avoir le nombre de matchs gagnés, le nombre de matchs perdus et le nombre de matchs arbitrés. Donc ceci va nous permettre justement de récolter des informations pour aider nos élèves à valider les badges. Si nous regardons plus en détail comment fonctionne cette application, donc on va pouvoir sélectionner des classes pour pouvoir lister nos élèves, ajouter également des élèves en indiquant leur nom et leur prénom. Donc ça va nous permettre finalement de rentrer dès le départ de la séquence ou au fur et à mesure de nouvelles personnes qui vont pouvoir participer au tournoi. Donc la gestion est relativement simple. Pour rentrer les noms et les prénoms, les élèves peuvent même les faire à la première séance par eux-mêmes. Ensuite, nous allons passer à la gestion du tournoi en lui-même. Donc, on va avoir des fichiers de sauvegarde à chaque fois qui vont être réalisés en appuyant sur enregistrer en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Et puis là, nous allons pouvoir valider des matchs. Donc, nous allons choisir en premier, par exemple, le joueur qui a gagné, puis le joueur qui a perdu, et on valide. Il sera aussi possible pour chaque match d'indiquer qui a été l'arbitre. Et à la fin, nous avons une fiche de compte-rendu qui va nous donner le nombre de matchs gagnés, perdus par l'élève et combien de matchs il a arbitré. Ces informations vont être très importantes puisque en faisant le ratio match gagné, match perdu, ça va nous permettre de calculer le pourcentage de victoire de nos élèves. Nous allons pouvoir aussi voir combien de matchs ils ont arbitré. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un élève qui va arbitrer des matchs peut aussi marquer des points. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se paramétrer. Vous trouverez sur cette page le QR code ainsi que le lien qui vous emmène vers l'application. L'autre application qu'il est possible d'utiliser et qui est disponible à la fois sur Android et à la fois sur iOS, donc sur iPad, est EPS Impact. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir localiser les coups gagnants, on va pouvoir compter combien de coups ont été gagnants et c'est quelque chose qui est facilement paramétrable et en plus qu'on pourra utiliser au-delà du badminton. C'est l'avantage par rapport à l'autre application. Celle-ci est peut-être moins complète dans son relevé statistique, mais à côté de ça, c'est une application qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs APSA. Donc finalement, pas simplement quelque chose qui va être fléché sur uniquement le badminton. On va pouvoir réinvestir les compétences que les élèves vont valider dessus, c'est-à-dire cet aspect de manipulation et de dextérité à l'utiliser. On va pouvoir la réutiliser à d'autres moments. Là encore, on va être sur une application assez facile à paramétrer, puisqu'il suffit de l'ouvrir, de choisir le type d'activité qu'on peut faire, donc par exemple ici la boxe, et à chaque fois qu'on va cliquer sur l'écran, un point va apparaître. Si on clique une fois, ce sont un point rouge qui va se mettre, et si on appuie deux fois, ce sont des points verts qui vont s'installer. Comme vous pouvez le voir, il est possible de choisir donc l'activité. Là, c'est en boxe, nous on va retourner en badminton, et il va être possible en haut d'avoir aussi les compteurs, c'est-à-dire savoir combien on a mis de points rouges par rapport au nombre de points verts, et donc finalement d'avoir ce ratio qui va être indiqué. Il est aussi possible sur le terrain de badminton de mettre des zones en place. Alors on va pouvoir les matérialiser avec des petits carrés roses ou de couleurs. Par contre, seul problème, c'est que les compteurs, c'est-à-dire que si un volant tombe dedans, il n'y a pas un compteur spécifique pour vous dire combien il y a de volants dans cette zone-là, contrairement à l'application qu'on a pu vous présenter avant. Encore une fois, vous allez trouver les QR codes qui vont permettre d'accéder à ces applications que vous pourrez télécharger. Pour finir, nous allons voir un exemple d'évaluation en activité physique, sportive et artistique, ici en danse. Nous allons partir du principe que nous avons une classe de CE2 qui va vivre sa deuxième séquence d'enseignement. Les compétences visées à la fin de la séquence seront les suivantes. Mobiliser le pouvoir expressif du corps en reproduisant une séquence simple d'actions apprises ou en présentant une action inventée. Apprécier une chorégraphie avec bienveillance. L'organisation va être la suivante. Par groupe de 3, les élèves vont devoir suivre un parcours de formation pour créer leur chorégraphie, ce qui signifie qu'on va les guider. Mais attention, ce parcours ne consiste pas seulement à reproduire des éléments. Il nécessitera aussi de faire des choix
créer et d'inventer des choses. Il faudra aussi se surpasser pour accepter de passer devant ses camarades. Mais cela doit se faire de manière progressive et donc ça s'apprend. Donc on va avoir à la fois une démarche envers les spectateurs ou juges, ça dépend le rôle qu'on leur donnera, mais aussi une démarche envers les groupes d'élèves qui vont présenter leur chorégraphie. Il va falloir travailler finalement sur ces deux axes-là. Donc c'est pour ça que dans ce que nous vous proposons au niveau de l'organisation, vous verrez une zone de travail, celle qui est en violette sur la diapositive, sur laquelle nous allons faire des petits ateliers. Travailler ces rochers, ces figures, passage au sol, les figures imposées, le travail de la chaîne. Donc là, ils vont pouvoir travailler les éléments qui vont constituer leur chorégraphie. Et à un autre endroit de notre gymnase, nous allons mettre une zone de répétition. Cette zone de répétition, il y aura une tablette dessus qui permettra de filmer la chorégraphie et les élèves vont pouvoir choisir leur évaluateur. Soit de se faire filmer par un camarade pour se revoir, donc c'est de l'auto-évaluation, soit passer devant le professeur, monsieur vous pouvez venir voir ce qu'on fait, ou madame vous pouvez venir voir ce qu'on fait et donner un avis, soit passer devant un autre groupe, donc on peut avoir un groupe de 3 qui passe devant un autre groupe de 3, on sera presque sur le principe de la co-évaluation, ou enfin passer devant la classe entière. Et à chaque fois, ils vont pouvoir choisir qui va venir voir. Donc ils peuvent varier finalement les personnes qui vont les observer et confronter aussi les avis, les opinions des uns et des autres. Nous allons donc faire ici une proposition d'évaluation par progression. Donc ça veut dire que les élèves vont suivre un parcours de formation et on va voir à quelle étape ils arrivent à s'arrêter en fait. Le but c'est qu'ils arrivent à la fin du parcours mais finalement on va être sur de l'évaluation formative-formatrice quasi durant toute la séquence. Donc ils vont commencer déjà par trouver 2 postures chacun, ce qui va nous faire au total 6 postures puisqu'ils sont 3. On va leur demander de scier ces postures 3 à 3. Donc ils vont faire un groupe de 3 postures qu'ils arrivent à lier et un autre groupe de 3 postures qu'ils arrivent à lier. Et puis on va leur demander de travailler les rochers. Les rochers, c'est ces regroupements d'élèves, disons à l'image d'un rocher en fait. Et on va leur demander d'en faire 2. Il va y en avoir un premier qui va être entre le premier bloc de 3 figures et le deuxième, et un autre à la fin. Une fois qu'ils ont réussi à faire ça, on va leur demander d'ajouter un passage au sol à 3. Donc à 3, ils doivent faire un passage au sol qui va être soit synchronisé ou en cascade. Et enfin, ils vont intégrer dans la chorégraphie 2 mouvements imposés. Donc on va par exemple, vous voyez les images qu'on a là, ça peut être 2 mouvements qu'on va leur demander de reproduire et de placer obligatoirement. Donc là souvent on a tendance à fonctionner avec des photos ou une petite vidéo que vous pouvez mettre sur tablette. Et ils vont finir par une chaîne. Une chaîne, c'est arriver à se tenir de manière à former à l'image d'une chaîne différents maillons. Donc ça, c'est la première étape. Et là, vous voyez qu'on est très axé finalement sur les compétences qui vont être motrices. Et on va aussi avoir d'autres compétences que vous devinez qui vont se mettre derrière. Par contre, en bleu en bas de la diapositive, vous allez voir, on va être sur le fait d'accepter de passer devant les gens. Et là, pareil, ça sous-entend un parcours de formation, parce que ce n'est pas simple, il y a une charge émotionnelle. Et si on veut que nos élèves prennent du plaisir, il faut qu'on arrive à bien gérer cette charge émotionnelle, c'est-à-dire à ne pas non plus les laisser trop dans leur zone de confort, mais ne pas les mettre non plus dans une zone de risque et d'inconfort qui fait qu'à un moment, ça va inhiber tout effort et toute volonté de pratiquer. Donc la première chose, ils vont accepter de se voir en vidéo pour s'améliorer. Donc ils vont se faire filmer par l'enseignant ou par un camarade, se revoir avec une fiche de critères pour voir où ils en sont. Puis ils vont se montrer devant des camarades pour avoir leur avis. Donc là, à vous de voir en tant que prof, des camarades, ça reste flou. Est-ce que c'est un autre groupe, 2 autres groupes? Là, ça va être à vous de gérer en fonction finalement des élèves que vous avez. Vous connaissez vos élèves. Et enfin, pour finir par se montrer devant la classe. Vous voyez dans la disposition de la diapositive, finalement, se voir en vidéo, ça pourrait être mis à peu près à allier les postures 3 à 3. Ensuite, quand on va être sur les rochers, le passage au sol, là, on va accepter d'aller devant les autres. Donc, progressivement, on va monter en charge. La chorégraphie s'allonge elle aussi un petit peu. Et enfin, à la fin, effectivement, le but, ce serait d'arriver à montrer ce qu'on a fait devant tout le monde. Nouveau point d'arrêt pour vous présenter une autre ressource numérique que vous pourrez mobiliser dans le cadre de ce scénario. Comment utiliser l'application de différé BAM Video Delay? Cette application vous permettra de restituer un flux vidéo avec un temps de décalage. En activant la touche Live View, vous pourrez positionner correctement votre tablette. En faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la tablette, vous pourrez ajuster le temps de différé. Il est également possible de disposer de 4 écrans pour avoir 4 différés de durée différentes. Pour aller plus loin sur la question de l'évaluation, voici quelques articles que vous pouvez consulter.
Les articles que nous proposons sont issus de l'IFE, évalués pour mieux faire apprendre, et sur le café pédagogique, plaisir et processus éducatif en EPS. Vous pouvez scanner les QR codes qui vous amèneront directement sur les articles en question. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous dire à bientôt.